les blindés de l'Axe. En 1939 et 1940, le monde assista à l'apparition d'un nouveau type de guerre. Les armes qui avaient fait leurs preuves lors de la Grande Guerre, comme les chars et les avions, allaient jouer un rôle déterminant. De nouvelles tactiques furent mises au point, au premier rang desquelles la guerre éclair ou Blitzkrieg. L'armée allemande fut une pionnière en matière de chars évoluant en formation serrée, avec des véhicules blindés et des canons, intégrant infanterie, artillerie et unités du génie, toutes motorisées pour frapper l'ennemi vite et fort jusqu'à la victoire finale. Les bombardiers en piqué arrivant par vagues faisaient office d'artillerie aérienne, tandis que les chasseurs mitraillaient tout ce qui se trouvait dans leur champ. Ce style de combat dévasta tout sur son passage jusqu'à la fin 1942 et fit tomber l'Europe sous le joug des forces de l'Axe. Lorsque le caporal de la Première Guerre mondiale, Adolf Hitler, fut élu chancelier en 1933, le réarmement de l'Allemagne fut l'une de ses priorités. En 2 ans, il avait balayé complètement le traité de Versailles, qui avait marqué la fin de la Grande Guerre et qui avait réduit l'armée allemande à une force d'à peine 100 000 hommes et empêché le développement des chars, des sous-marins et des avions de combat. L'industrie militaire revitaminée sous Fritz Todt puis Albert Speer devint un secteur de pointe, produisant canons et véhicules blindés au profit de la nouvelle élite de l'armée, les Panzerdivision. Des firmes réputées telles que Henschel, Daimler, Benz, Mann, Krupp et Rheinmetall eurent rapidement de nouvelles chaînes de production travaillant à plein régime, et parce que la demande en équipement augmentait sans cesse, des douzaines d'autres laissèrent tomber leurs paisibles activités pour alimenter la vorace machine de guerre nazie. Ce n'était pas seulement l'industrie qui était concernée. Le chômage disparut presque d'un seul coup. Puis, après la réoccupation de la Ruhr, l'Anschluss, alliance entre l'Allemagne et l'Autriche, la conquête presque sans mort de la Tchécoslovaquie acheva de masser des troupes germaniques à l'Est. L'Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939 et 2 jours plus tard, la Grande-Bretagne et la France lui déclarèrent la guerre. Alors que la Pologne avait été conquise en moins de 6 semaines, un lourd silence s'abattit sur l'Europe. C'était le début de la drôle de guerre. Le silence fut rompu lorsque les armées allemandes conquérirent le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique et la France. Et pourtant, en 1940, l'armée allemande était loin d'être totalement mécanisée, malgré son industrie galopante. La plupart des fantassins devaient encore marcher, et les canons d'artillerie étaient tirés par des chevaux. Il n'y avait en fait que 10 divisions de Panzer alignant 2500 chars, dont la moitié était seulement armée de mitrailleuses. À l'avant se trouvaient les blindés des bataillons de reconnaissance. L'un des plus courants était le lourd SDKFZ 231 8 roues, habituellement armé d'un canon de 20 mm sur tourelle. Ces engins embarquaient un équipage de 4 hommes, pesaient 8 tonnes et pouvaient atteindre 80 km/h. Parfois, ils comportaient 2 postes de pilotage, un à l'avant et un à l'arrière, et pouvaient repartir aussi vite qu'ils étaient venus. Deux des chars les plus répandus dans l'inventaire allemand de 1940 étaient tchèques en réalité. Lorsque l'Allemagne envahit la Tchécoslovaquie en 1939, les usines Skoda Praga et CKD reçurent l'ordre de maintenir leur production et leurs 2 meilleures réalisations entrèrent en service dans l'armée allemande en tant que Panzer 35T et 38T. À base de plaques d'acier rivetées, avec pour armement principal un canon de 37 mm et 2 mitrailleuses, ils équipaient 2 Panzer-divisions dans la 7e, commandée par le général Erwin Rommel. Mieux protégés que les petits Panzer 1 et 2 allemands et avec un canon à plus grande vitesse initiale que le Panzer 3, les 35T et 38T se comportèrent brillamment sur les champs de bataille avant d'être surclassés par le T-34 russe et d'être convertis en chasseurs de chars. Leur vitesse maximale était de 40 km/h pour une autonomie de 190 km. Plus de 500 des chars utilisés lors de l'invasion de 1940 étaient des Panzer I, pesant entre 5 et 6 tonnes. C'était un char léger manœuvré par 2 hommes.
armé d'une mitrailleuse de 7,92 et mu par un moteur Krupp ou Maybach à essence. Le Panzer I atteignait une vitesse optimale de 40 km/h avec une autonomie de 190 km. Les premières séries furent produites en 1934. Son blindage ne lui permettait alors que d'affronter les armes légères d'infanterie et les éclats d'obus, mais la démoralisation des Français était telle face à la progression de l'armée allemande que ces petits chars semèrent le chaos en de nombreuses occasions. Plus important que le Panzer I était le Panzer II, construit par Mann, introduit à l'origine en 1935 pour combler les déficiences de production des Panzer III et IV. D'un poids de 9 à 10 tonnes selon les versions, le Panzer II était armé d'un canon de 20 mm avec une mitrailleuse coaxiale et embarqué un équipage de 3 hommes. Les versions principalement produites avaient 5 galets de roulement elliptiques et étaient motorisées avec un Maybach à essence développant 140 chevaux et qui procurait au Panzer II de bonnes performances tout-terrain avec une vitesse maximale de 40 km/h et une autonomie de 160 km. Hitler et son état-major, dont le chef de la Luftwaffe Hermann Göring, suivirent l'avance des Panzerdivisionen avec intérêt depuis le train spécial qui servait de QG mobile au Führer. Malgré tout, c'est la crainte d'Hitler que ces Panzerdivisionen ne soient détruites en raison de leur trop grande avance qui l'incita à ordonner une pause, laissant ainsi aux Britanniques le temps de s'échapper de Dunkerque. Mais l'avancée continua, bien que l'infanterie et les matériels logistiques tirés par des chevaux fussent à la peine sur les étroites routes de France. Les chars, eux, grondaient à l'avant, proches de la victoire. L'une des armes les plus puissantes affectées aux Panzerdivisionen était le canon anti-aérien de 88 mm. En 1940, il avait montré ses qualités en combat anti-char et devint la bête noire des équipages de chars alliés. Il pouvait en effet détruire n'importe quel char allié dans un rayon de 900 mètres. Le bombardier en piqué Junkers 87 Stuka fut déterminant dans le soutien des Panzers. Ce biplace avait été conçu spécialement pour l'appui aérien rapproché et remplissait le rôle d'artillerie aérienne, suivant au plus près l'avance des troupes. Volant à 320 km/h, le Stuka pouvait placer une bombe de 900 kg avec une précision remarquable. La campagne allemande en Europe de l'Ouest fut moins une victoire technologique que le fruit d'une supériorité tactique, d'entraînement et de commandement, contrairement à ce que l'on prétend couramment, car les chars anglais et français se révélèrent souvent meilleurs. De Copenhague, la première capitale européenne à tomber aux mains des Allemands en avril, à Paris en juin, les troupes allemandes étaient partout victorieuses et les Panzerdivisionen avaient joué un rôle capital. Honoré par ses troupes partout où il allait, le véritable artisan de la victoire était le général Erich von Manstein. C'est lui qui avait imaginé l'incroyable plan faisant passer les Panzerdivisionen par des forêts réputées infranchissables des Ardennes. Il tomba à l'improviste sur les flancs et les arrières des Alliés, alors que le gros de leurs forces remontait vers la Hollande. Partout où la Wehrmacht allait, Hitler était présent. Un autre acteur majeur de la victoire fut le Panzer III. Le char de Daimler-Benz avait été conçu pour affronter d'autres chars, tandis que le Panzer IV, construit par Krupp, était un véhicule d'appui d'infanterie. Ainsi, le Panzer III d'un poids de 20 tonnes était armé d'un canon de 37 mm, identique au canon anti-char de la Wehrmacht. Beaucoup d'experts jugèrent le 37 mm sous-dimensionné et réclamèrent un 50 mm. Ils obtinrent rapidement gain de cause et les versions suivantes du Panzer III furent armées d'un canon de 50 mm avec une vitesse initiale plus élevée et au pouvoir de pénétration accru. De même, l'épaisseur du blindage fut peu à peu augmentée de 1,25 cm à presque 7,5 cm. Motorisé par un moteur Maybach à essence développant de 250 à 300 chevaux selon les versions, le Panzer III embarquait 5 hommes d'équipage à une vitesse maximale
de 32 à 40 km/h et sur une distance de 160 km. Il fut également produit dans des versions de commandement et d'observation d'artillerie, et la dernière version avait un canon de 75 mm. Après la défaite de la France, la guerre terrestre se propagea en Afrique du Nord. Benito Mussolini avait tenté d'y créer un nouvel empire romain, mais il avait été si violemment malmené par les troupes britanniques qu'en février 1941, Hitler y avait dépêché Erwin Rommel, qui arrivait de Libye, à la tête d'une petite force d'infanterie et de blindés. Reprenant rapidement l'initiative, Rommel repoussa les Britanniques en Égypte, forgeant ainsi la légende du renard du désert et de l'Africa Corps. Le chassé-croisé dans le désert allait durer 2 ans, l'avantage passant alternativement d'un camp à l'autre, comme par exemple le port de Tobrouk qui fut assiégé, pris, perdu et repris. De longues périodes d'inactivité alternèrent avec des offensives majeures destinées à forcer les impasses. Comme le ravitaillement devait être acheminé par la Méditerranée, il y avait fréquemment des ruptures de stock d'essence et de munitions, et les unités de charge cessaient parfois le combat uniquement parce qu'elles arrivaient à court d'essence. La spirale fut finalement brisée par le général Montgomery en novembre 1942, lorsqu'il infligea une défaite définitive à l'Africa Corps lors de la seconde bataille d'El Alamein. Puis les forces anglo-américaines débarquèrent sur les arrières de Rommel au Maroc et en Algérie. Ce qui restait de l'Africa Corps finit par se rendre en Tunisie en mai 1943. Un danger constant en Afrique du Nord étaient les champs de mines, car il y avait des obstacles naturels sur les flancs desquels on pouvait s'accrocher, et les 2 camps firent un usage très large des mines. Elles étaient installées à la main, ce qui était laborieux et prenait du temps. Alors Krupp eut l'idée de fabriquer un SOC, ici tracté par un VK-3601, un prototype rival du Panzer III, jamais entré en service. Le SOC creusait un sillon dans lequel les mines pouvaient être posées plus rapidement que jamais auparavant. Malgré ses avantages évidents, cet équipement ne fut pas adopté par la Wehrmacht. De la même manière, et bien qu'il ne fût pas mis en service, le VK-3601 est intéressant, car il fut le pionnier des trains de roulement en quinconce et de la suspension à barre de torsion, qui furent adoptés plus tard sur le fameux char Tigre. Le fer de lance des Panzer-Division au cours de la guerre fut le Panzer IV de Krupp. Conçu comme un véhicule de combat d'infanterie pour compléter le Panzer III, il était armé à l'origine d'un canon court de 75. Lorsque les Allemands envahirent la Russie en juin 1941, ils firent rapidement face au formidable T-34, dont le blindage résistait aux projectiles de 37 et de 58 mm tirés par les Panzer III. Heureusement, le Panzer IV était bien plus gros que le Panzer III. Et une fois équipé de son nouveau canon de 75 plus long et avec de meilleures capacités de pénétration, il devint le cheval de bataille des Panzer-Division. Partageant les missions du Panzer III, le Panzer IV était en première ligne de l'invasion de la Russie, qu'Hitler voyait comme une croisade contre le communisme. Des motifs autant raciaux que politiques furent invoqués et la guerre contre l'Union soviétique fut menée avec plus de haine et d'agressivité que toutes les autres et fit beaucoup plus de morts. Le Panzer IV en lui-même était un char conventionnel, au design en biseau sur les côtés avec un équipage de 5 hommes et le moteur monté à l'arrière. Même s'il était plus large et plus gros, entre 17 et 25 tonnes selon les variantes, il pouvait atteindre les 32 à 40 km/h avec une autonomie de 240 km. Motorisé par un Maybach développant 250 à 300 chevaux, installé sur un train de 8 galets de roulement avec 4 galets de retour, comparé aux 6 galets de roulement et 3 galets de retour du Panzer III,
Les deux machines sont, hormis ces détails, plutôt difficiles à distinguer. La puissance du Panzer IV permit d'augmenter la puissance de feu ainsi que le blindage, celui-ci passant de moins de 2,5 cm à plus de 7,5 cm sur le glacier avant. Des plaques latérales sur la tourelle et le train de roulement furent ajoutés au cours de la guerre, offrant une protection accrue contre les projectiles à charge creuse. La grande taille du Panzer IV le rendait plus adaptable que le Panzer III, mais les deux furent complémentaires tout au long de la guerre. En Russie, ils étaient en tête de l'avance sur Moscou, Leningrad et Stalingrad et participèrent à la capture de milliers de prisonniers au début de la campagne. Ils étaient encore à la pointe des combats pour contenir l'avance des Soviétiques après la bataille de Koursk en juillet 1943 qui scella le destin de l'Allemagne nazie. Le Panzer IV ne fut jamais vraiment supplanté par le Panther, qui lui était supérieur. Les canons standards soviétiques de 76 mm, qui pouvaient tirer des munitions perforantes, furent récupérés en grande quantité largement utilisés par les Allemands, qui en équipèrent un certain nombre de canons automoteurs. De même, les Soviétiques mirent en service dans leur rang des Panzer IV et autres véhicules allemands. À l'autre bout du monde, l'armée japonaise expérimentait l'utilisation de véhicules blindés. Bien que le Japon fût principalement une armée d'infanterie, ce fut la première des forces de l'Axe à utiliser les blindés au combat qu'elle expérimentait depuis 1920 avec des chars français et britanniques. Les Japonais développèrent plusieurs chars légers et moyens, de même que des véhicules d'appui. Ils avaient été conçus pour être utilisés dans les nouvelles brigades mixtes composées de chars, d'artillerie, d'infanterie et de sapeurs, conçus d'après le modèle occidental. Le char japonais le plus largement produit fut le type 95 Hago. Les véhicules à essence étaient montrés prompts à s'enflammer en Chine et le type 89 standard était trop lent. Alors, en 1933, Mitsubishi reçut un appel d'offres pour un nouveau char léger fonctionnant au gazoil. Le premier prototype fut achevé en 1934 et entra en production l'année suivante. Sa dénomination type 95 fait référence à l'année 2595 du calendrier japonais. Plus de 1800 Hago furent produits et mis en service dans les unités d'infanterie et de cavalerie à partir de 1937. Le type 95 de 7 tonnes était devenu obsolète à l'époque de l'attaque de Pearl Harbor en 1941, mais il allait continuer à rendre de bons et loyaux services aux côtés du type 97 de 15 tonnes jusqu'à la fin de la guerre. Ils furent par la suite dépassés tous les deux par les blindés alliés, tout spécialement par le M4 Sherman. Les principales caractéristiques du Hago étaient sa robustesse mécanique et sa vitesse élevée. La suspension était faite de 2 paires de bogies supportées par des ressorts hélicoïdaux montés horizontalement qui autorisaient de bonnes performances tout-terrain. Le char pouvait franchir un obstacle vertical de 90 cm de haut et des tranchées de 1,80 m de large. Le moteur diesel 6 cylindres développait 110 chevaux et était monté à l'arrière, bien que la transmission se fasse via les barbotins situés, eux, à l'avant. Le pilote dirigeait l'engin à l'aide du traditionnel mécanisme à 2 manettes. La vitesse maximale avoisinait les 45 km/h sur route ou les 30 km/h en tout terrain pour une autonomie de 250 km.
Les principaux points faibles du char étaient son blindage de moins de 1,25 cm, avec un équipage de 3 hommes seulement. Le chef de char devait lui-même recharger, viser et servir le canon de 37 mm, en plus de commander le char et, si nécessaire, de servir la mitrailleuse montée vers l'arrière. Les 2 autres membres d'équipage étaient le pilote et le mitrailleur du compartiment principal. À partir de 1942, un 4e homme fut embarqué et le calibre du canon passa à 47 mm. Le blindage fut également amélioré, mais de façon marginale. Malgré sa vitesse maximale, qui par la suite fut poussée à 50 km/h, le Hago avait été conçu pour affronter les Chinois, pas les Américains et leurs alliés, et comparé aux chars occidentaux soviétiques, il ne fut pas une réussite. L'heure de gloire du type 95 eut lieu lors de la campagne des Philippines et lors de l'avance japonaise en Malaisie en 41-42. Accompagné par de l'infanterie motorisée, il remporta de nombreux succès, principalement parce que les Britanniques manquaient de chars. Néanmoins, même là, il se montra vulnérable face au canon anti-char de 2 livres des Britanniques. Plus tard, le char moyen type 97 Shiha pâtissait des mêmes défauts, entre autres une faible protection balistique. Mais il disposait de 5 hommes d'équipage et d'un canon à haute vitesse initiale de 47 mm. Lorsque les Japonais se frottèrent au Sherman, ils passèrent au canon de 75 mm, mais à ce stade, le cours de la guerre n'allait pas en leur faveur et les blindés japonais ne jouèrent qu'un rôle secondaire en Chine. La deuxième puissance de l'Axe à utiliser les blindés au combat fut l'Italie. En 1934, Benito Mussolini partit à la conquête de l'Éthiopie, et bien que le gros de l'armée italienne fut constitué de corps d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie tirés par des chevaux, elle alignait également des chars appuyés par l'aviation, contre lesquels l'armée éthiopienne, démunie, n'avait que peu de chance. Mais les blindés italiens n'eurent pas autant de facilité lors de la guerre d'Espagne, ni plus tard pendant les campagnes de Grèce et d'Afrique du Nord, où ils rencontrèrent des adversaires bien plus modernes. Les Italiens avaient commencé à former un corps blindé en 1926 et, 10 ans plus tard, après l'expérience de l'Éthiopie, ils commencèrent à créer des brigades blindées le long des lignes allemandes. Elles comprenaient des chars, de l'anti-char, de l'anti-aérien, de l'artillerie, de l'infanterie motorisée et des bataillons de sapeurs. Au moment où l'Italie entrait en guerre en 1940, elle alignait 3 divisions complètes, plus d'autres unités, ce qui totalisait un ensemble de 1500 blindés. Le blindé italien le plus utilisé fut le CV-29 et ses dérivés, les CV-33, L-33, L-3-35, L-3-38 et L-6-40, conçus à partir du mini-char Garden Lloyd, acheté au Royaume-Uni en 1939 et fabriqué sous licence. Le CV-29 de base, CV pour Carro Veloce ou char rapide, était un petit véhicule sans toit embarquant 2 hommes et une mitrailleuse. La transmission était une Garden Lloyd modifiée, similaire à celle utilisée sur les chars Vickers. Elle comportait 2 paires de bogies, une roue indépendante, la poulie de tension à l'arrière et le barbotin à l'avant. Seuls 25 CV-29 furent produits par Ansaldo avant que la production ne se consacre au CV-23 avec un toit pour protéger l'équipage des jets de grenades et des éclats d'obus. Mais le véhicule avait prouvé son utilité. La mobilité tout-terrain était bonne et avec ses 1,7 tonnes, le petit CV-29 pouvait également tracter des pièces d'artillerie permettant aux artilleurs de suivre les chars. Les CV-23 et CV-25 étaient mus par le même moteur Fiat 4 cylindres développant 43 chevaux qui autorisait une vitesse maximale de 41 km/h et une autonomie de 120 km. Ils étaient dotés d'un blindage rifté, contrairement au CV-29 qui était soudé. Le poids total était de 3,5 tonnes. Des remorques à chenilles avaient été spécialement conçues pour être tractées par des CV.
Au départ, elles devaient transporter 2 fantassins ou du ravitaillement, mais elles trouvèrent leur utilité dans une version lance-flamme qui équipait une section dans chaque escadron de chars. Toute une gamme de montages avec des canons factices fut essayée, mais ces tests démontrèrent que les CV-23 et 35 devaient être équipés de canons de 20 ou 47 mm. Ces plans n'aboutirent pas, mais l'affût fut modifié pour la version lance-flamme. À ce moment, les désignations changèrent et devinrent L3 33 et 35, L pour les Gero ou légers, 3 tonnes, modèle 33 et 35. Sur toutes les versions, le design était le même, avec le pilote à droite et le tireur à gauche. Les variantes L3 faisaient preuve d'une manœuvrabilité remarquable et pouvaient franchir un obstacle de 70 cm ou une tranchée de 1,50 m de large. Ils pouvaient aussi se frayer un passage à travers des réseaux de barbelés au profit de l'infanterie. Évidemment, une version non armée spécialisée dans le dépannage ainsi qu'une version pont mobile furent développées. Ce dernier transportait un pont de 7 mètres sur une remorque. Bien que 2500 L3 ait été construit, ce qui en faisait le char italien le plus répandu, il était obsolète même pour l'époque. Il est assez surprenant qu'aucune version amphibie n'ait été développée, mais le L3 pouvait traverser des quais de 70 cm, ce qui se révéla utile dans les Balkans, puis plus tard en Russie, où les troupes italiennes combattirent dans le sud. Beaucoup de L3-35 qui avaient été engagés dans le désert furent équipés de mitrailleuses jumelées. Une version commandement fut également construite, reconnaissable à son antenne circulaire sur le côté gauche. Le CV-33 et les variantes L3 restèrent en service dans l'armée italienne jusqu'à l'armistice en septembre 1943. Et malgré leurs lacunes sur le champ de bataille, ils furent employés par les Allemands en contre-guérilla jusqu'à la fin de la guerre. Dès 1936, Ansaldo travaillait sur un nouveau char pour remplacer les CV, mais le gouvernement n'y prêtait que peu d'attention, donc le développement était lent. Le nouveau véhicule était censé entrer dans la catégorie des 5 tonnes, mais pesait au final plus de 6 tonnes et prit la désignation de L640 lorsqu'il entra en service en 1940. Il ressemblait à une grosse et lourde boîte qui, malgré sa taille, ne transportait qu'un équipage de 2 hommes. Bien que la caisse fût celle du CV-33, il était doté d'une suspension bien plus évoluée, avec des amortisseurs montés par paire et reliés aux barres de torsion par des poutres en ellipse. Le moteur Fiat fut porté à 70 chevaux, ce qui fait que, malgré son surpoids, le char atteignait 45 km/h avec une autonomie de 200 km. Différentes configurations de canons furent testées avant que le Breda de 20 mm à haute cadence de tir et une mitrailleuse coaxiale ne soient adoptés. Plus de 500 L6 furent construits et la plupart engagés en Afrique du Nord et en Russie, quelques autres en Yougoslavie et en Sicile.
La différence de silhouette entre le L640 et le L335 a paru clairement lors des essais en milieu alpin. Le L335 est armé de mitrailleuses lourdes Breda de 30 mm qui devinrent un standard lorsqu'il fut décidé de doter les L6 de canons de 20. Le projet d'une version chasseur de chars armée d'un canon de 47 mm fut également abandonné. Bien qu'il fût inadapté, le L3 prouva qu'il était capable d'affronter tous les types de terrain et de conditions climatiques. Il fut largement exporté au sein de l'Axe et de ses pays satellites tels que l'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, mais également en Amérique du Sud et en Chine. Les véhicules pris à l'ennemi par les maquisards en Grèce et en Yougoslavie furent bien sûr utilisés et leur manœuvrabilité en montagne permit de belles embuscades du type hit and run, c'est-à-dire tire et dégage vite. La dernière version du L3 fut le L338 qui entra en service en 1939. La principale différence consistait en une suspension revue et une paire de galets de roulement à la place du montage triple boguet et poutre. Cela permit un confort de roulement nettement meilleur, ce qui améliora les performances en tout terrain, comme on put le constater lors d'essais comparatifs avec l'ancienne version. La suspension était vraiment plus fiable, mais l'un des problèmes rencontrés en Éthiopie et en Espagne fut un fort taux de casse. En réalité, aucune des variantes du L3 n'était réellement efficace, et bien que 2500 exemplaires en eût été fabriqués, ils servirent principalement en tant que véhicules d'appui d'infanterie et de reconnaissance. Mais, dans le premier rôle, leur manque de protection les rendait vulnérables et leur manque d'autonomie les handicapait dans les secondes utilisations. Les meilleurs chars italiens jamais construits furent les chars moyens Fiat Ansaldo M1139 et M1340. L'étude d'un engin plus lourd pour remplacer les tankettes avait débuté dès 1933, mais leur entrée en service fut retardée afin que les leçons tirées de la guerre d'Espagne soient assimilées et appliquées sur ces nouveaux engins. Le Carro Armato M1139 fit son baptême du feu en Afrique du Nord en 1940, où, malgré son succès initial, il montra vite ses limites face aux Matilda britanniques. Juste en dessous des 11 tonnes, avec un équipage de 3 hommes, le M1139 et son successeur, le M1340, étaient dotés du même train de roulement avec 4 paires de bogies à ressort semi-elliptiques. Le M1139 avait un moteur Fiat à essence développant à peine 43 chevaux, le propulsant à 33 km/h sur une distance de 200 km. Lorsque le nouveau moteur de 105 chevaux fut monté sur le M1340, l'autonomie resta la même, mais la vitesse tomba à seulement 30 km/h car le poids de l'engin était augmenté de près de 3 tonnes. De même que les chars américains M3 Lee et Grant, le M1139 avait comme armement principal un canon de 37 mm et une mitrailleuse dans la caisse. Ces deux armes étaient servies par le tireur, qui était assis à côté du pilote, tandis que le chef de char servait une mitrailleuse dans sa petite tourelle. Sur le M1340, une tourelle plus grande accueillait un canon de 47 mm et un quatrième homme d'équipage. Tandis que le M1139 n'était protégé que par un blindage de 1,25 cm à 2,5 cm d'épaisseur, celui du M1340 était de presque 5 cm.
La même caisse et la même suspension servirent de base au canon automoteur M41 Sevo-Vente qui emportait un canon de 75 mm en superstructure. Ces 3 véhicules pouvaient traverser des gués de 90 cm de profondeur, escalader des obstacles de 90 cm de hauteur et franchir des tranchées de 1,80 m de largeur. Le M1139 fut principalement engagé en Afrique du Nord, où nombre de ces chars furent pris par l'ennemi lors des offensives de Wavell et O'Connor à partir de décembre 40. Ironiquement, la majorité durent être abandonnés sur place. Ils furent récupérés lorsque Rommel prit le commandement au printemps suivant. Le M1340 resta néanmoins le fer de lance des blindés italiens jusqu'à l'armistice de 1943. Le M1139 prit également part à une petite offensive en Afrique de l'Est. Il connut là son plus grand succès, participant à la reprise des Somalies aux Britanniques en 1940. Mais le vent finit par tourner et la plupart des M1139 furent pris ou détruits. Très peu étaient encore en service au moment où l'Italie, elle, n'aspirait plus qu'à la paix. L'armée allemande, sous l'influence du général Heinz Guderian, avait mieux étudié les besoins de ses Panzerdivisionen. Ce qui donna lieu à toute une gamme de semi-chenillés, dont le plus célèbre fut le tracteur moyen SDKFZ 7 de 8 tonnes, largement utilisé pour tracter le canon de 88 mm anti-char et anti-aérien. Plus de 8000 de ces engins furent construits de 1934 à 1945 et ils servirent sur tous les fronts, leurs chenilles leur permettant de progresser dans la boue, la neige ou le sable, là où les autres camions s'embourbaient. Le SDKFZ 8 de 12 tonnes fut utilisé pour tracter les canons de 150, 170 et 210 mm des régiments d'artillerie motorisés. Sur tous ces véhicules semi-chenillés, les artilleurs voyageaient assez confortablement sur des sièges protégés des intempéries par une bâche en coton. Les munitions étaient stockées dans des casiers à l'arrière. Ils furent également utilisés comme véhicules de dépannage et du génie, et quelques-uns furent convertis en canons automoteurs. Des moteurs à essence de 6 à 12 cylindres développant 90 à 250 chevaux donnaient à ces véhicules une vitesse maximale de 48 km/h. Le plus petit de la gamme était le SDKFZ 10 d'une tonne, construit à 25 000 exemplaires, comme tracteur du plus petit canon anti-char ou comme transporteur du canon de 20 mm quadritube anti-aérien ou flag fearling. Cette arme était très efficace contre les chasseurs bombardiers volant à basse altitude et il pouvait également engager des cibles terrestres, sa cadence infernale de 800 coups minutes étant dévastatrice en tir direct. La capacité des semi-chenilles à suivre les chars dans les conditions les plus difficiles fut une des contributions majeures au succès des Allemands lors de la campagne de Russie. La pièce de 105 mm standard, de même que des pièces plus lourdes, pouvait être tractée bien qu'à l'approche de l'hiver, l'infanterie dut parfois pousser pour dégager les engins. Manœuvrer les plus grosses pièces par des températures bien inférieures à zéro, alors qu'il était presque impossible de creuser le sol pour y planter les socles anti-recul, était un travail de bagnard. C'était cependant indispensable pour maintenir l'initiative de l'avancée, ainsi que pour repousser les contre-attaques soviétiques qui étaient de plus en plus acharnées à mesure que les Allemands s'approchaient de Moscou, Leningrad, Sébastopol et pour finir Stalingrad.
Les duels de chars et d'artillerie les plus féroces de toute la guerre furent livrés dans les vastes plaines de Russie. À chaque fois, les tactiques et le talent de commandement germanique l'emportaient sur les soviétiques. Mais au final, la puissance industrielle et les ressources humaines de ces derniers finirent par avoir le dessus. En plus des semi-chenillés, les Allemands utilisèrent des châssis chenillés comme base d'une gamme de pièces automotrices. Les plus importantes d'entre elles étaient le Hummel, un canon de 155 monté sur un Panzer III ou 4 modifié, et le Wespe, un canon de 105 mm avec frein de bouche sur un châssis de Panzer II. Un autre véhicule revêt une importance particulière. Le transport blindé SDKF-7 251, plus connu sous son nom de son constructeur Hanomag. C'était un semi-chenillé de 8 à 9 tonnes légèrement blindé qui transportait les grenadiers en appui de char. Ce fut réellement le premier transport de troupes blindées au monde, l'équipage débarquant par l'arrière du véhicule. Son moteur à essence Maybach de 100 chevaux le propulsait à une vitesse de 48 km/h, mais sa mobilité tout-terrain était entravée par ses chenilles trop étroites. Plus de 16 000 exemplaires de cet engin furent construits dans plus de 22 variantes. Transport de canons anti-chars et anti-aériens, porte-mortiers et lance-flammes, ambulances, engins du génie ou de transmission. Où que l'armée allemande ait avancé à partir de 1941, le SDKF-7 251 et son homologue de 6 tonnes, le 250, se trouvèrent sur toutes les lignes de front. Ces véhicules offraient une grande souplesse, étaient mécaniquement fiables, bien que la maintenance fût parfois difficile, du fait de l'étroitesse des trappes donnant l'accès au bloc moteur. Les transports de troupes blindées faisaient partie intégrante de la stratégie de Guderian concernant l'équilibre de ses Panzer Division. L'infanterie se trouvant constamment sur les points de rupture des lignes de défense, elle était capable de défendre les chars contre les équipes anti-chars ennemies et leurs canons, tandis que les chars pouvaient détruire les troupes et les lignes mitrailleuses ennemies qui décimaient l'infanterie. L'artillerie mobile appuyait les deux, et les bataillons de sapeurs motorisés fortifiaient les positions, posaient des mines ou installaient les ponts. Les Panzer-divisions allemandes étaient en fait les précurseurs des formations modernes. Un autre élément essentiel des Panzer-divisions étaient les bataillons d'assaut. Le Sturmgeschütz 3 ou Stug 3 était le premier canon d'assaut construit en Allemagne. Et ce n'était pas un bouche-trou de l'arsenal allemand, comme le furent plus tard d'autres véhicules. Il avait une superstructure basse et inclinée, montée sur le châssis d'un Panzer III et emportait un canon de 75 mm. À l'origine, ce furent des armes à canon court, mais à mesure que la guerre avançait, d'autres versions à haute vitesse initiale furent introduites, donnant au Stug 3 une capacité anti-char réellement efficace. L'inconvénient de l'absence de tourelle fut compensé par la silhouette basse du véhicule, qui en faisait une cible plus difficile à atteindre. Et jusqu'à l'apparition du Panzer IV avec son 75 mm à canon long, ce fut le seul engin allemand capable d'affronter le T-34 soviétique. Il put même ultérieurement tenir tête aux chars lourds soviétiques JS-1 et JS-2. Les canons d'assaut et les chasseurs de chars allemands furent ensuite montés sur le Panzer IV et le futur Panther. Le Panther ou Panzer V fut sans conteste le meilleur char de toute la guerre, malgré ses défauts de jeunesse. Construit par Mann en réponse au T-34, il était doté du même blindage incliné pour mieux résister aux obus anti-chars ennemis. Lors d'essais comparatifs avec le char américain M3, les Allemands le trouvèrent supérieur en tout point. Le Panther avait des roues montées en quinconce, une suspension à barre de torsion et de larges chenilles, ce qui lui donnait une mobilité tout-terrain bien supérieure.
Motorisé par un Maybach de 700 chevaux, il pouvait atteindre les 48 km/h malgré ses 44 tonnes. Le Panther avait un équipage de 5 hommes et son armement principal était un canon de 75 mm à très haute vitesse initiale, secondé par une mitrailleuse coaxiale et une autre d'autodéfense. Avec 7,5 à 10 cm de blindage, il était invulnérable à la plupart des projectiles anti-chars de l'époque. Pour protéger l'infanterie des chars ennemis, les Allemands développèrent d'abord le Panzerfaust, un simple projectile à charge creuse lancé depuis un tube creux qui fut suivi par le Panzerschreck de 88 mm, surnommé Cauchemar des blindés. Il pouvait stopper n'importe quel char à 150 mètres. Les chars anglo-américains M4 Sherman affrontèrent ces armes en Normandie lors du débarquement de juin 1944, ainsi que les chars Panther. Bien que celui-ci leur fût supérieur et malgré leur blindage plus fin, les Sherman, tirant parti de leur légèreté et de leur supériorité numérique, réussirent à contourner les chars allemands et à les atteindre sur les flancs et les arrières, là où leur blindage moins épais les rendait plus vulnérables. Les Panthers capturés furent examinés avec beaucoup d'intérêt, et ceux qui n'étaient pas trop endommagés furent remorqués vers l'arrière pour y être étudiés de plus près. Étant l'un des derniers produits, le Panther fut construit en 3 versions, D, A et G. Ces variantes furent progressivement surblindées et les suspensions renforcées en conséquence pour supporter le poids. De même, une rotule fut montée sur l'avant naturel du Panther D et les trappes du pilote et du chef de bord furent remplacées par des épiscopes de manière à ce que le blindage soit le plus régulier possible. Ces raffinements situèrent le Panther au-dessus de son plus proche concurrent, le Tigre. Les origines du Panzer VI ou Tigre I se situent avant l'apparition du Panther, alors que le projet d'un nouveau char lourd est lancé dès 1937. Mais il ne fut pas réactivé avant 1941 à la campagne de Russie, avec un modèle Henschel jugé supérieur au prototype de Porsche. À son apparition en 1942, le Tigre est à la fois le char le plus lourd au monde avec 56 tonnes, le plus puissamment armé avec son canon de 88 et le plus lourdement blindé avec 10 cm de protection balistique à l'avant et 7,5 sur les côtés. Engagé à la fois en Russie et en Tunisie en 1942, puis sur tous les fronts, il devint la bête noire des équipages de chars alliés. Le seul défaut du Tigre était son moteur Maybach de 700 chevaux, le même que celui du Panther, pourtant plus léger. Et il ne dépassait pas les 38 km/h. Le Tigre était doté de roues en quinconce avec une suspension à barre de torsion, et il était si large que pour être transporté par voie ferrée, il fallait retirer ses chenilles et installer des chenilles spéciales, plus étroites. Il était manœuvré par un équipage de 5 hommes et il avait une autonomie de 100 km. Il était plus destiné au bataillon de chars lourds qu'au Panzer Division. Mais il y avait des exceptions et les bataillons de la Wehrmacht et des SS étaient toujours plus ou moins rattachés en permanence à une Panzer Division en particulier. La majorité des Tigres combattit sur le front de l'Est jusqu'au débarquement de Normandie en juin 1944. Leur plus grande bataille aux côtés des Panthers eut lieu près de Kursk où durant toute une journée, plus de 1500 chars russes et allemands se battirent à bout portant. L'incapacité des Allemands à emporter une victoire décisive marqua la fin du rêve hitlérien. Les vieux Panzer IV et Stuka III luttèrent durement aux côtés des nouveaux engins qui, bien qu'utilisés en attaque, prouvèrent qu'ils étaient meilleurs en défense.
Ce fut lors de ces affrontements que le fameux Michael Wittmann, tué plus tard par les Alliés en Normandie, devint le plus grand as des chars de tous les temps avec un palmarès de 138 chars détruits. Il est clair qu'il y eut plus de Sherman que de Tigres détruits. Même avec la défaite qui s'annonçait inéluctable, les Allemands pensaient encore que de nouvelles armes changeraient la donne. L'une d'entre elles était le char E-100. Conçu par Adler, il devait être armé d'un canon de 150 ou 170 mm, mais seule la caisse du premier prototype fut achevée avant que l'usine ne soit prise par les Alliés. Le 100, d'une longueur de 9 mètres avec un blindage de plus de 25 cm d'épaisseur, aurait pesé un poids phénoménal de 140 tonnes, mais avec un moteur de seulement 800 chevaux, aurait permis des performances plus que médiocres. Plus réaliste était le Tigre II ou Königstiger. Le véhicule capturé vu ici fut délibérément détruit par les Allemands avant que le film ne soit tourné par les Alliés. Arrivé bien trop tard pour changer le cours de la guerre, le Panzer VI-B était le résultat d'une autre compétition entre Henschel et Porsche. Et une fois de plus, Henschel gagna. Mais Porsche avait déjà construit 50 tourelles, ce qui aboutit à une version du Tigre II avec une tourelle Porsche. Suivant le même design que le Panther, avec un blindage incliné de 17,5, le Tigre II et ses 68 tonnes n'avaient malheureusement pas un moteur plus puissant que le Tigre I ou le Panther. Cela limitait grandement sa mobilité malgré ses larges chenilles, car le rapport poids-puissance était bien trop défavorable. Malgré tout, le Königstiger était un engin impressionnant, ses dimensions imposantes lui permettant de franchir des gués de 1,50 m de profondeur et des tranchées de 2,40 m de large. D'autres données tout aussi remarquables servirent de base à la conception de bien des engins d'après-guerre. Le canon de 88 mm est une version allongée et améliorée du canon équipant le Tigre I avec plus de portée, plus de précision et plus de puissance. Avec une vitesse initiale de 900 mètres par seconde, ces projectiles pouvaient percer plus de 17 cm de blindage à 450 mètres et détruire n'importe quel char existant. Cela convenait parfaitement pour les opérations défensives de la fin de la guerre, mais le manque de vitesse et le poids du Tigre II furent un handicap lors des offensives telles que la bataille des Ardennes. Seuls 480 exemplaires furent construits avant la fin de la guerre et la plupart servirent de cible d'exercice pour les canonniers anti-chars alliés. Les quelques 70 Jagdtigers construits entre 1944 et 1945 connurent le même sort. Ce chasseur de charlots de 75 tonnes avait le même châssis et la même caisse que le Tigre II, mais était prévu pour recevoir un canon de 128 mm. En raison de problèmes techniques, seulement 48 exemplaires en furent équipés, les autres gardant le 88 mm du Tigre II. Si le Tigre II était sous-motorisé, le Jagdtiger, encore plus lourd, l'était davantage. Et il atteignait péniblement les 30 km/h sur une bonne route. En conditions de combat, il atteignait péniblement les 11 km/h. Mais le Jagdtiger était une arme de pure défense, et ses performances importaient peu au moment de son entrée en service. Avec ses 25 cm de blindage au niveau de la tourelle, il pouvait résister à n'importe quel projectile allié. Alors que le Tigre II était manœuvré par un équipage de 5 hommes, le Jagdtiger embarquait 6 soldats. C'est ainsi que se termina le dernier sursaut de la Panzerwaffe, la force blindée allemande.
Attaqués à l'est, à l'ouest et au sud, avec leurs meilleurs généraux tels que Manstein ou Rommel forcés à démissionner ou exécutés par leurs leaders devenus fous, ils ne pouvaient l'emporter quel que soit le nombre de nouveaux chars et camions et de courage fanatique de leurs équipages jusqu'à la fin. Les carcasses mutilées de leurs ambitions furent réutilisées comme déchets métalliques. Les armes du Blitzkrieg avaient été finalement détruites par les Alliés.